Notre système solaire est un endroit assez bizarre, avec tous ces phénomènes hors du commun, que nous n'avons pas encore réussi à expliquer. Selon certains, une gigantesque planète non découverte se cacherait derrière Neptune, des volcans sur Pluton cracheraient de la glace, et sur Mars, un immense canyon pourrait contenir tout le territoire des États-Unis. Revenons donc sur les faits les plus mystérieux du système solaire. Il a 4,6 milliards d'années. Il est si vieux qu'on parle de système solaire supérieur. C'est ce qu'en ont conclu des scientifiques après avoir étudié les matériaux les plus anciens qu'ils y aient trouvés, et par là, je parle de météorites. Vénus est une planète où tu ne pourrais pas porter de chapeau. Des vents violents y soufflent 50 fois plus vite que la rotation de la planète. Ils ne s'arrêtent jamais et ils semblent même se renforcer avec le temps. Tu veux changer d'air ? Il faut t'éloigner de 17,7 milliards de kilomètres de la Terre afin de quitter le système solaire. N'oublie pas ton GPS. Tu as probablement entendu parler du méthane, un gaz issu de processus naturels comme l'activité volcanique. Ce gaz fait non seulement partie de l'atmosphère martienne, mais il est aussi la cause de la plus grande confusion des astronomes. En effet, le volume de méthane sur Mars ne cesse de croître et les scientifiques n'arrivent pas à comprendre d'où il peut provenir. Y aurait-il de la vie sur Mars ? Comme tu t'en souviens peut-être, Pluton était autrefois considérée comme une planète, mais elle a perdu ce titre en 2006. Plus tard, elle a été reclassée comme planète naine. Mais le plus surprenant reste sa taille, qui est plus petite que celle des États-Unis. D'est en ouest, les USA mesurent environ 4344 km, et le diamètre de Pluton n'est que de 2370 km. Uranus tourne sur un côté, et les astronomes n'ont aucune idée de la raison pour laquelle cette planète a décidé de faire comme ça. Ce pourrait être éventuellement dû à d'anciennes puissantes collisions d'astéroïdes. Mais ce n'est qu'une théorie. D'ailleurs, Uranus est la seule planète à tourner de biais. Notre Soleil est incroyablement massif. 99,86% de toute la masse du système solaire équivaut à la masse du Soleil, essentiellement à cause de l'hydrogène et de l'hélium dont il est composé. Les 0,14% restants représentent principalement la masse des 8 planètes du système solaire. La Terre n'est pas la seule planète du système à avoir une activité tectonique. Les astronomes ont repéré ce qui ressemble à des falaises sur Mercure. Certes, il n'y a rien de plus excitant qu'une bataille spatiale pleine de lasers qui traverse l'obscurité du vide intersidéral et provoque de joyeuses flambées. Mais ce n'est pas exactement ce qui se passe quand quelque chose explose dans l'espace. Celui-ci est essentiellement vide, ce qui signifie qu'on n'y trouve pas d'oxygène comme sur Terre. Et l'oxygène est une composante indispensable de tout processus de combustion. Tu vas me dire que les étoiles brûlent et explosent en supernova, mais ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Les étoiles ne consomment pas d'oxygène, elles ne brûlent donc pas, mais elles sont le théâtre de constantes réactions thermonucléaires. Un vaisseau spatial ne pourrait par conséquent exploser de cette manière que s'il transportait une centrale nucléaire. Sans ça, la seule chose que tu verrais serait un bref flash, se dissipant en un clin d'œil. L'oxygène liquide, qui se trouve souvent à bord des navettes spatiales, brûle extrêmement vite dans le vide de l'espace. Quant au boom, l'oxygène joue là ici aussi un rôle crucial. Le son ne voyage que grâce aux molécules d'air qui se heurtent entre elles. Comme il n'y a pas d'air dans l'espace, l'endroit est absolument silencieux. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Imagine comme le soleil serait assourdissant si le son pouvait voyager dans l'espace. Malgré ce que beaucoup de réalisateurs de science-fiction veulent nous faire croire, la Lune n'a pas de face sombre. Notre satellite a subi un verrouillage gravitationnel, ce qui signifie qu'il est toujours tourné vers nous d'un seul côté. Le Soleil est beaucoup plus éloigné de nous que la Lune, et nous tournons avec elle autour de lui, réchauffés et éclairés de toutes parts successivement. Cela veut dire qu'une fois de temps en temps, chaque face de la Lune se voit éclairée par le Soleil. Seulement, nous ne pouvons en apercevoir qu'une seule. Alors que les choses semblent en apesanteur dans l'espace, il y a en vérité de la gravité partout. Plus on s'éloigne d'un objet lourd, comme notre planète, plus elle s'affaiblit, mais elle est toujours présente. En fait, il n'y a pas un seul endroit dans l'univers qui ne soit affecté par la gravité de tel ou tel objet cosmique. Tout ce qui a de la masse possède de la gravité. Oui, même toi et moi. Mais les objets dans l'espace sont si massifs qu'ils tirent vers eux les choses plus petites.
C'est pourquoi les planètes du système solaire tournent autour du Soleil et pourquoi notre galaxie, la Voie lactée, tourne autour de son propre centre. Les scientifiques pensent qu'il y a là un trou noir supermassif, environ 4 millions de fois plus lourd que le Soleil, qui empêche toutes les étoiles et tous les systèmes de s'écarter les uns des autres. Nos héros de cinéma quittent l'orbite de Mars, abordent leur fidèle navette spatiale et se dirigent vers Jupiter. Ils ont des visages graves et résolus, car ils savent qu'une menace les attend. La ceinture d'astéroïdes. Ils manœuvrent du mieux qu'ils peuvent, esquivant de justesse les astéroïdes qui volent à grande vitesse vers eux, mais l'un d'entre eux les touche quand même. Bon, ce n'est qu'une égratignure, fort heureusement. En bout de compte, nos héros quittent cette dangereuse zone et épongent la sueur de leur front d'une main tremblante. Cela te semble familier ? Eh bien, ça ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Les astéroïdes de la ceinture situés entre Mars et Jupiter sont si peu nombreux et si éloignés les uns des autres que si tu devais un jour passer par là, il est possible que tu n'en aperçoives pas un seul sur ton trajet. Il y a environ 1,5 million de roches spatiales de taille significative dans cette ceinture, à un demi-million près. Mais n'oublions pas que l'espace est vaste, il y a toujours une distance de plusieurs millions de kilomètres entre deux astéroïdes importants. Du coup, une course-poursuite entre deux vaisseaux se faufilant entre des roches suspendues dans le vide ne serait pas aussi amusante qu'on veut nous le faire croire. On décrit souvent l'espace comme un endroit sombre, froid et désolé, surtout lorsqu'un astronaute de cinéma quitte la sécurité de sa navette. Et tout cela est correct, sauf pour le froid. Cela ne serait vrai que si tu te retrouvais dans un coin très éloigné de notre galaxie, sans étoiles à proximité. Mais si tu es, par exemple, en orbite autour de la Terre et directement face au Soleil, la température dans le vide cosmique se rapproche des 120 degrés. Voilà pourquoi les combinaisons spatiales sont blanches. Cette couleur reflète mieux la lumière que toutes les autres. Cependant, tu pourras littéralement avoir très froid dans le dos si celui-ci n'est pas exposé aux rayons du Soleil. La chaleur ne se propage pas de manière égale dans l'espace, et si tu n'es pas tourné vers une source de chaleur, tu auras froid, très froid. Et puisqu'on parle du Soleil, il apparaît toujours jaune dans les films, mais la couleur que nous voyons depuis la Terre est en réalité une illusion d'optique créée par l'atmosphère de notre planète. Tout comme pour le ciel bleu pendant la journée. La lumière du Soleil se répand dans l'atmosphère et se distord, ce qui donne des spectacles colorés à l'aube et au crépuscule. Dans le vide de l'espace, il n'y a rien qui puisse réfracter la lumière, de sorte que le Soleil apparaît tel qu'il est vraiment, blanc. Et oui, cette boule de gaz incandescent est aussi chaude que ça. Il y a un éclair intense dans le ciel, suivi d'une traînée de fumée, et une roche spatiale brûlante vient s'écraser sur le sol, laissant un énorme cratère carbonisé après l'impact. Bien qu'il y ait eu du vrai dans cette traînée de fumée et ce cratère, les météorites ne peuvent pas atteindre de si hautes températures pendant leur chute. Une météorite est un astéroïde qui, pour une raison ou pour une autre, est entré dans l'atmosphère terrestre et a suffisamment résisté à sa friction pour toucher la surface. Cela arrive assez souvent, mais nous apercevons rarement ces roches car elles sont en général très petites et tombent dans des zones inhabitées. Mais même si un de ces bolides tombait sur une ville, son cratère aurait pour cause sa vitesse et non sa chaleur. Elles deviennent très chaudes à cause de la friction, mais pas au point de tout brûler au sol lors de l'impact. Bien que nous adorerions croire qu'une communication instantanée entre les navettes spatiales et les planètes soit possible, ce n'est pas le cas. Du moins pas encore. Les systèmes de communication modernes reposent sur les signaux radio et ceux-ci sont assez lents en regard des vastes étendues de l'espace. Il faudrait des années pour qu'un tel signal parcourt ne serait-ce qu'une année-lumière. Alors imagine ce qu'il en serait pour des centaines et des milliers. Si tu voulais envoyer un message vers une galaxie très lointaine, il te faudrait attendre quelques millénaires avant qu'il n'arrive, puis quelques autres milliers d'années avant de recevoir une réponse. Et l'espace n'est pas aussi encombré et rempli d'événements qu'on le présente au cinéma. C'est un endroit plutôt désert, où les planètes, les étoiles et les autres objets sont séparés par des milliards de kilomètres de néant. Même si tu avais un vaisseau spatial pouvant voyager à la vitesse de la lumière, la plupart du temps, tu ne verrais qu'un vide noir constellé d'étoiles et de planètes très lointaines. Les distances sont immenses, même entre les objets les plus proches les uns des autres. Pour mieux comprendre, la Lune, que tu peux si bien voir par une nuit claire, se trouve à environ 384 400 km de nous. Cela représente presque 10 fois la circonférence de la Terre. Les moteurs à distorsion peuvent déformer l'espace-temps et te faire atteindre un coin éloigné d'une autre galaxie en un clin d'œil. C'est un des éléments de base de la fiction spatiale. On voit toujours les vaisseaux spatiaux, capables d'une telle prouesse, accélérer instantanément de 0 à plus vite que la lumière. Selon les lois de la physique, les passagers devraient au moins se sentir écrasés dans leur siège. Plus précisément, personne ne pourrait survivre à une telle accélération parce que la gravité serait immense pour le corps humain. Tant que nous n'aurons pas trouvé un moyen de réduire ces effets délétères, il est inutile de songer aux moteurs à distorsion.
L'eau n'est pas la ressource la plus rare et la plus précieuse de l'univers. En fait, il y a un énorme nuage à plusieurs millions d'années-lumière de nous et il est entièrement constitué d'eau. Ces réserves seraient suffisantes pour remplir nos océans 140 billions de fois. Et de nombreuses planètes, certaines même dans notre système solaire, semblent renfermer de l'eau liquide. La ressource la plus précieuse dans l'espace est la vie, et un grand nombre d'éléments sont nécessaires à son apparition, pas seulement l'eau liquide. On voit souvent les astronautes s'entraîner sur l'ISS et les vaisseaux spatiaux de science-fiction, et c'est vrai, ils ont besoin d'activité physique. Mais ce n'est pas parce qu'ils doivent être très forts pour travailler dans l'espace. La gravité y est beaucoup plus faible et les astronautes n'utilisent pas autant leurs muscles que sur Terre. Alors quand ils redescendent, la gravité les rattrape implacablement et ils se sentent extrêmement faibles. C'est pour atténuer ces effets qu'ils s'entraînent tous les jours. On dit souvent qu'il est possible de voir des millions d'étoiles par une belle nuit claire, mais c'est loin d'être vrai. On peut en compter environ 3000. Les autres points brillants que tu vois sont des objets lumineux que l'on confond avec des étoiles, des planètes, des galaxies lointaines et même des satellites artificiels. Ces objets sont tout simplement illuminés. Faisons quelques calculs rapides. Un avion de ligne peut voler à 925 km/h. Nos fusées s'envolent dans l'espace à 42 500 km/h. Mais cet astéroïde bat tous les records et fonce à 53 000 km/h. C'est 43 fois plus rapide que la vitesse du son. À cette vitesse, tu pourrais traverser l'océan Atlantique en seulement 5 minutes. Mais le pire, c'est que cet objet pourrait s'écraser sur la Terre. Voici l'astéroïde 2021 RX9. Il fait 40 mètres de large, soit un tiers de la taille d'un terrain de football. Il n'a été découvert que récemment et les scientifiques ont pu calculer son orbite. Elle n'est pas ronde comme celle de la plupart des planètes. C'est une ellipse. C'est comme un beignet un peu aplati. RX9 commence son voyage vers le centre du système solaire à environ 440 millions de kilomètres du Soleil. Il traverse la ceinture d'astéroïdes, puis l'orbite de Mars et l'orbite de la Terre. Il fait un cercle autour de notre étoile et repart en arrière comme un lance-pierre. L'astéroïde s'éloigne du Soleil jusqu'à ce que la gravité de l'étoile le force à entamer son voyage de retour. RX9 fait un tel aller-retour en 2,5 années terrestres. Bien que l'orbite de cet astéroïde croise celle de notre planète, il n'est pas dangereux pour nous. Son point le plus proche de la Terre est de 7,5 distance Terre-Lune. Mais il y a beaucoup d'autres astéroïdes dans l'espace. RX9 pourrait entrer en collision avec eux et changer de trajectoire. Oups! Et cela pourrait le placer sur la liste des astéroïdes potentiellement dangereux. Voici l'astéroïde 2021 NY1 qui, lui, figure déjà sur la liste. Il est aussi gros que 2 statues de la Liberté et se déplace dans l'espace à 9,5 km par seconde. Cet astéroïde pourrait donc t'emmener sur la Lune en seulement 11 heures. Son orbite est également elliptique. Son point le plus éloigné se trouve quelque part entre la ceinture d'astéroïdes et Jupiter, à 3,9 distance Terre-Soleil. Le point le plus proche de son orbite par rapport au Soleil est tout près de l'orbite de la Terre. L'astéroïde NY1 est passé devant la Terre à seulement 4 distances Terre-Lune. Il fera un tour autour du Soleil et reviendra à sa position de départ. L'astéroïde effectue une orbite complète en presque 4 années terrestres. Le record de la proximité avec la Terre appartient à l'astéroïde 2020 VT4, un rocher de la taille d'un autobus. Et il a volé à une altitude de 370 km au-dessus de la Terre. À titre de comparaison, la Station spatiale internationale tourne autour de notre planète à 400 km. Il a donc volé littéralement au-dessus de nos têtes dans la région de l'océan Pacifique Sud. Et nous ne savions même pas que cet astéroïde existait. Il a survolé la Terre en plein jour et nous ne pouvions pas le voir à cause de la lumière du Soleil. Les scientifiques n'ont appris l'existence de cet astéroïde que 15 heures plus tard. S'il était tombé sur la Terre, disons que nous aurions pu passer une très mauvaise journée. Bien que cet astéroïde soit petit, il se déplaçait extrêmement vite. Cela lui a donné une énorme quantité d'énergie. Mais nous avons un bouclier qui nous protège des roches spatiales, notre atmosphère. Elle est remplie de particules d'air. Lorsqu'un astéroïde entre dans notre atmosphère, il commence à être freiné par ces particules à cause de la friction. Cela réchauffe tellement l'astéroïde qu'il commence à brûler. C'est la raison pour laquelle le fond des navettes spatiales est protégé par des tuiles noires. Elles peuvent résister à des températures allant jusqu'à 1260 degrés Celsius. Donc si un astéroïde est assez petit, il peut se consumer complètement dans l'atmosphère et se transformer en poussière. Si tu le regardes depuis la Terre, il ressemblerait à une étoile filante.
Les scientifiques pensent que tout astéroïde de moins de 25 mètres de diamètre se consumera complètement dans l'atmosphère et ne causera aucun dommage. Mais un astéroïde de plus de 2,4 km de large peut faire beaucoup de dégâts. Et nous connaissons un tel astéroïde qui passe régulièrement près de notre planète. 4179 Toutatis. Il fait 5,4 km de large, soit plus grand que Central Park à New York. Et si tu mets cette pierre sur une balance, elle affichera un 5 flanqué de 11 zéros. 500 milliards de tonnes. C'est du lourd. Le plus effrayant est que cet astéroïde se déplace sur une orbite chaotique car il est constamment affecté par la Terre et Jupiter. C'est comme si les planètes jouaient au ping-pong avec ce rocher géant. Cela fait aussi tourner l'astéroïde comme un fou. Si tu étais à la surface de Toutatis, tu verrais que le Soleil se lève et se couche constamment à des endroits complètement différents. À cause de ce chaos, les scientifiques ne peuvent prédire le mouvement de cet astéroïde que 50 ans à l'avance. En 2004, il s'est approché à moins de 4 distances Terre-Lune de notre planète. Heureusement, il y a une chance qu'un jour, il quitte notre système solaire. Jupiter ou la Terre la lancera dans l'espace lointain, comme le ferait une fronde. Mais s'il tombait sur la Terre, il provoquerait de gigantesques tsunamis et tremblements de terre sur toute la planète. L'existence de notre civilisation serait alors remise en question. Une catastrophe similaire s'est produite il y a environ 66 millions d'années. Un astéroïde de la taille de Manhattan s'est dirigé vers la Terre. Le Soleil a chauffé sa surface et on a vaporisé les matériaux. La poussière et la vapeur se sont transformées en une queue géante qui brillait dans le ciel nocturne. La nuit précédant sa chute, c'était l'objet le plus brillant du ciel, peut-être même plus brillant que la Lune. Au moment où cet astéroïde est entré dans l'atmosphère de la Terre, il a provoqué un bruit d'éclatement si puissant qu'on pouvait l'entendre de l'autre côté de notre planète. Il a commencé à brûler. De petits fragments se sont mis à tomber du corps principal de la météorite. Certains d'entre eux se sont complètement consumés dans l'atmosphère, mais d'autres sont tombés à la surface. Au moment de l'impact, la masse et la vitesse de la météorite lui ont donné une énergie colossale d'environ 100 tératonnes en équivalent TNT. Ça a fait un gros boom. Toute cette énergie s'est transformée en chaleur. Un mur de feu s'est répandu autour du lieu de l'impact et a tout brûlé sur son passage. La vague d'explosion a fait plusieurs fois le tour de notre planète. Elle a provoqué un tsunami avec des vagues plus hautes que l'Empire State Building et des tremblements de terre si forts que le sol s'est littéralement fissuré. Après cet incident, environ 95% de toute la vie sur Terre a cessé d'exister. La météorite a laissé derrière elle un cratère aussi large que 66 ponts du Golden Gate à San Francisco. Et il était si profond que tu aurais pu y mettre 2 fois le mont Everest. Par ailleurs, il y a encore de nombreux objets dans la ceinture d'astéroïdes derrière Mars qui représentent une menace pour la Terre, comme Cérès par exemple. Ce n'est pas n'importe quel astéroïde, c'est une planète naine. Bien que sa masse ne représente que 1% de celle de la Lune et qu'elle soit aussi large que le Texas, elle affecte gravitationnellement les orbites de la Terre et de Mars. Une collision avec un astéroïde de cette taille détruirait tout simplement la Terre, la réduisant en morceaux. L'humanité doit donc apprendre à éviter les collisions avec les dangereux astéroïdes. Ici, nous avons 2 options. Détruire l'astéroïde ou le faire changer de trajectoire pour le faire passer au large de la Terre. Détruire un énorme rocher qui pèse autant qu'une ville entière est pour le moins difficile, alors optons plutôt pour la deuxième option. Nous pouvons y envoyer un vaisseau spatial avec des explosifs, puis provoquer une petite explosion. Nous n'avons même pas besoin de percer un trou pour placer ce colis piégé à l'intérieur de l'astéroïde. L'explosion doit se produire juste au-dessus de la surface et être dirigée vers le haut. Ensuite, selon les lois de la physique, l'astéroïde se déplacera un peu vers le bas. Même si l'astéroïde ne se déplace que de quelques mètres, à l'échelle cosmique, cela changera radicalement sa trajectoire. Une autre option est un tracteur gravitationnel. Le principe est simple, tout objet qui a une masse a aussi une gravité. Même toi, tu as ta propre force gravitationnelle. Notre plan consiste donc à envoyer un vaisseau spatial sans équipage sur la roche spatiale. Il devra simplement survoler la surface de l'astéroïde. Ensuite, la roche spatiale attirera le vaisseau. Mais les moteurs de l'engin résisteront. En conséquence, l'astéroïde lui-même commencera à se diriger vers le vaisseau. Et voilà, la Terre est sauvée. Nous pouvons aussi utiliser l'énergie solaire. Tout ce que nous avons à faire, c'est de construire une station spatiale géante pourvue de milliers de lentilles grossissantes et de l'envoyer vers le Soleil. Lorsque nous repérons un astéroïde dangereux, la station doit concentrer les rayons du Soleil sur la surface de l'astéroïde. La glace de sa surface commencera à s'évaporer et à se déplacer vers le haut.
La force réactive poussera l'astéroïde vers le bas. On peut aussi envelopper l'astéroïde d'un manteau géant de matière brillante, comme du papier d'aluminium. Si l'on parvient à envelopper l'astéroïde dans un tel matériau, il réfléchira les rayons du Soleil. Là encore, les rayons seront réfléchis dans un sens et pousseront légèrement l'astéroïde dans l'autre sens. Cette méthode ne peut fonctionner que si nous avons quelques années devant nous. De décevoir. Mais cela n'a rien à voir avec la réalité. La seule ceinture d'astéroïdes que les astronomes connaissent est située entre Mars et Jupiter. Il y a des milliers d'astéroïdes dans cette zone, mais ils sont si espacés que les risques de collision sont quasi nuls. Derrière l'orbite de Neptune se trouve la mystérieuse ceinture de Kuiper, remplie de corps glacés massifs. Le plus curieux dans cette formation, c'est que les scientifiques ne parviennent pas à expliquer son mouvement. Leur seule explication est que Neptune pourrait nous cacher la vue d'une planète gigantesque. Cette planète hypothétique a déjà reçu le surnom de planète 9 et on attend juste que son existence soit confirmée. Ou pas. Les volcans sur Terre sont aussi différents de ceux de Pluton que le feu et la glace, au sens littéral. Alors que nos volcans crachent de la lave, les volcans de Pluton crachent de la glace. Quand elle est gelée, l'eau se dilate et cette énorme pression s'accumule jusqu'à ce que, boum, la glace crée une éruption. On appelle cela des cryovolcans. Japet, l'une des lunes de Saturne, a une couleur unique. Elle est bicolore. Un de ses hémisphères est clair et l'autre est sinistrement sombre. Les scientifiques n'ont pas encore élucidé ce mystère. Il y a une autre chose étrange dans l'atmosphère de Pluton. Tout d'abord, elle s'élève bien plus haut au-dessus de la surface de la planète que celle de notre Terre. Et en plus, elle comporte plus de 20 couches toutes super froides et très condensées. Nous vivons à l'intérieur du Soleil. Non, je ne veux pas dire que nous sommes les habitants de cette boule de lumière rougeoyante située à environ 150 millions de kilomètres, mais l'atmosphère du Soleil s'étend bien au-delà de sa surface visible. Et notre planète se trouve à l'intérieur. Ce sont d'ailleurs les rafales de vent solaire qui créent le phénomène époustouflant des aurores boréales et australes. L'océan présent sur Jupiter est plus grand que ceux de toutes les autres planètes du système solaire. Mais ce n'est pas le genre d'océan auquel tu penses, car il n'est pas fait d'eau. C'est un océan d'hydrogène métallique, profond, de 40 000 km, soit l'équivalent de la circonférence de la Terre. L'atmosphère du Soleil est plus chaude que la surface de l'étoile, alors qu'en surface, les températures y atteignent les 5000 degrés Celsius. Sa haute atmosphère est presque 100 fois plus chaude. Les scientifiques soupçonnent que les explosions de chaleur en provenance du Soleil pourraient avoir un lien avec ce phénomène unique. On a appris l'existence des magnifiques anneaux de Saturne dans les années 1600, mais ce n'est que récemment qu'il est devenu évident qu'elle n'était pas la seule planète à avoir des anneaux. Toutes les planètes gazeuses géantes, Uranus, Neptune et Jupiter, en ont aussi, mais ils sont extrêmement fins et presque impossibles à distinguer. Quant à Mars, Vénus et la Terre, elles sont constituées de matériaux rocheux et ne possèdent aucun anneau. Notre système n'est pas le seul dans la galaxie de la Voie lactée. La galaxie dans laquelle nous vivons en abrite environ 100 milliards. Alors imagine l'univers tout entier. Sur Terre, on peut à tout moment tomber sur de la roche venue de Mars. Après avoir analysé les composés chimiques de certaines météorites trouvées dans le désert du Sahara, ainsi qu'en Antarctique et dans d'autres endroits de notre planète, les scientifiques en sont arrivés à une conclusion choquante. Elles étaient toutes d'origine martienne. Mercure étant la planète la plus proche du Soleil, beaucoup de gens supposent simplement que c'est aussi la plus chaude. En fait, Vénus, qui se trouve 48 millions de kilomètres plus loin, est bien plus chaude. Le fait est que Vénus possède une atmosphère incroyablement épaisse, 100 fois plus dense que celle que nous avons sur Terre. De plus, cette atmosphère est presque entièrement constituée de dioxyde de carbone, plus connu sous le nom de gaz à effet de serre. Ces facteurs font grimper les températures sur Vénus jusqu'à environ 470 degrés, ce qui est assez chaud pour faire fondre le plomb. Quant à Mercure, ses températures maximales atteignent à peine 430 degrés. Io, la lune de Jupiter, connaît un chaos sans fin en raison des centaines de volcans fumant à sa surface. Si tu visites cet endroit, tu ne verras que la fumée de ces volcans s'élever dans l'atmosphère.
Le volcan le plus gros de tout le système solaire se trouve sur Mars. La taille de ce monstre est presque aussi importante que celle de l'État d'Arizona et sa hauteur est aussi impressionnante que celle du mont Everest. Comment se fait-il que cette chose soit devenue aussi énorme? La réponse est simple. La gravité est beaucoup plus faible sur Mars que sur notre planète. Même si tu étais le plus petit des corps célestes, tu pourrais avoir ta propre lune. En 1993, la sonde Galileo, qui passait à côté d'un astéroïde miniature de 32 km de diamètre, a découvert que ce dernier avait une lune de 1,6 km de large. Depuis, les astronomes ont découvert des tas d'autres lunes en orbite autour de planètes mineures de notre système solaire. Sur Mars, la vallée nommée Valles Marineris est 10 fois plus grande que le Grand Canyon, et ceci intrigue les astronomes car après tout Mars n'est pas une planète où la tectonique des plaques est active. À la surface de Jupiter, il y a une région étrange, appelée la Grande Tache Rouge. Récemment, les astronomes ont déduit que cette tache était en fait une tempête qui fait rage sur Jupiter depuis des siècles. Mais il y a environ 20 ans, ils ont remarqué que cette tache avait commencé à rétrécir. Aujourd'hui, elle est 2 fois plus petite qu'avant, même si elle reste 1,5 fois plus grande que la Terre. Connais-tu d'autres faits surprenants sur notre système solaire? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose, lève haut les pouces et partage. Désigner toute la masse de l'univers qui nous est encore invisible. Elle pourrait constituer 25% de l'univers. L'énergie noire constitue le reste des 70% de l'univers. Les scientifiques ne savent pas grand-chose à son sujet, mais ils pensent que l'énergie noire pourrait être à l'origine de l'expansion croissante de l'univers, tandis que la matière noire la ralentit. La matière noire n'interagit ni avec nous ni avec elle-même. Si c'était le cas, nous trouverions des galaxies de matière noire, des planètes de matière noire ou d'autres objets de ce type. Les astronomes ont trouvé par hasard le plus grand trou que nous ayons jamais vu dans l'univers. Il s'agit du vide géant qui s'étend sur 1 milliard d'années-lumière. L'un des membres de l'équipe s'ennuyait et a voulu voir comment les choses se passaient dans la direction du point froid. Il s'agit d'une anomalie dans la carte du fond diffus cosmologique ou FDC. C'est une faible lueur qui tombe sur notre planète depuis différentes directions et qui remplit l'univers. Elle traverse l'espace depuis près de 14 milliards d'années, comme la rémanence qui s'est produite après le Big Bang. Mais au lieu du FDC, ils ont réalisé qu'il y avait une zone immense, beaucoup plus froide que ce à quoi ils s'attendaient. L'équipe a tenté de chercher des signaux radio, mais en vain. Cela signifie qu'il n'y a ni galaxie, ni amas cosmique, et à cause de ce froid, il n'y a pas non plus de matière noire ni de matière tout court. Donc le vide géant est juste vide, et les chercheurs pensent qu'il pourrait être constitué d'énergie noire. La lumière peut tout de même le traverser, et ce n'est pas la seule zone vide de l'espace, mais c'est la plus grande connue. La zone autour d'une étoile est habitable lorsqu'elle n'est ni trop froide ni trop chaude pour trouver de l'eau liquide sur les planètes environnantes. Imaginons que notre planète se trouve là où est Pluton. Étant trop loin du Soleil, nos océans et notre atmosphère seraient gelés. Mais si la Terre était à la place de Mercure, nous serions trop proches du Soleil et l'eau de notre planète s'évaporerait. Une telle zone habitable est appelée la zone boucle d'or. C'est là où se trouvent les planètes potentiellement capables d'héberger la vie à leur surface. Mais Europe, une des lunes de Jupiter, brise cette règle. Elle est en dehors de la zone habitable, mais elle est quand même suffisamment chaude. Pas directement grâce au Soleil, mais grâce à Jupiter et ses lunes qui pompent leur énergie en direction d'Europe. Cette dernière change de forme quand elle tourne autour de Jupiter, un peu comme les marées qui montent et descendent sur notre planète. L'eau sur Terre change de forme en réponse à la force de marée lunaire. Quand cela se produit avec un objet solide, cela crée une tension chez ce dernier, pompant ainsi de l'énergie vers lui. C'est comme jouer au tennis. À chaque fois que tu frappes la balle, elle se déforme et s'échauffe. La surface d'Europe est gelée, mais il y a des fissures dans la glace. On peut voir des crêtes dans cette glace, là où il y a des fissures. Ensuite, ces morceaux de glace se déplacent et gèlent de nouveau. Tu verrais une chose similaire si tu pouvais survoler l'océan Arctique en hiver. D'immenses couches de glace se brisent et regèlent constamment. Donc, Europe ne peut pas être complètement gelée. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir un océan d'eau liquide
sous sa surface glacée. Europe n'est d'ailleurs pas la seule lune concernée. Une autre lune de Jupiter, Io, est également chaude à cause de cette même force, mais elle contient également des volcans qui sont constamment en éruption. Le Soleil n'est donc pas le seul à réchauffer les corps spatiaux et à leur fournir de l'énergie. De nombreux experts s'accordent à dire que l'univers pourrait toucher à sa fin d'ici 3 à 22 milliards d'années. Il est en expansion constante, ce qui signifie qu'il s'est formé à partir d'un état compact. S'il a un début, il aura probablement aussi une fin. Une théorie populaire affirme que son expansion va ralentir et que la gravité reprendra le dessus et le fera rétrécir, menant tout au chaos le plus complet. Galaxies, étoiles, planètes et corps célestes entreront en collision et se détruiront les uns les autres. C'est comme un Big Bang inversé, sauf que cette fois, tout sera comprimé. Eh bien, sur cette note joyeuse, je vous souhaite à tous de voir la vie du côté le plus sympa.